Bonjour, en direct de ma cour verdoyante encore, malgré l'automne. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, une semaine de nouveau de plus en plus occupée avec de notre côté ici au Québec les élections provinciales ce lundi 3 octobre. Alors, nous verrons bien ce que ça va donner. J'ai pas de plan particulier pour la lecture cette semaine. Toutefois, j'ai commencé une lecture, c'est Diaries of a Bookseller de Sean Bythel, ou quelque chose d'approchant. Je sais que l'auteur est Sean Bythel et que c'est un journal de libraire, dans le fond. Et étant moi-même libraire, ça m'avait toujours un peu intriguée. Et comme j'ai trouvé en livre audio et que j'étais en panne de livre audio, je me suis dit que ce serait chouette là, pour moi d'avoir ça en arrière-fond. C'est vraiment sous forme de journal intime avec le nombre de ventes, le montant des ventes par jour en ligne, le nombre de clients qui sont passés, des anecdotes par rapport aux employés, par rapport à la clientèle, à la vie de libraire. Lui, c'est un propriétaire de bouquinerie de livres usagés. Alors, jusqu'à maintenant, je trouve ça chouette. Je viens tout juste de commencer et puis je verrai bien. Mais donc, ça, c'est la seule constante que j'ai en ce début de nouveau vlog. Par contre, par la suite, bien, j'aurai sans doute d'autres lectures à aborder. J'avais pris quand même beaucoup de livres la semaine dernière, donc je vous invite à aller voir dans le vlog précédent si jamais vous voulez aller voir ce que j'ai comme lecture potentielle. Et puis, ben, je vous reviens dès que je peux. Alors, à tout de suite! Et je vous souhaite le bonsoir. Alors, nous sommes le mardi 4 octobre et ben, je vous reprends en soirée. C'est une première pour moi, mais avec mon nouvel horaire, avec le retour au boulot. Et puis, ben, l'automne qui s'installe joyeusement, mais ça fait que l'anniversaire arrive plus tôt. Donc, des fois, je vais avoir seulement le temps de vous reprendre en soirée. Donc, avec la lumière, j'ai allumé tout ce que je pouvais en n'étant pas très écolo, malheureusement, pour essayer que la luminosité soit bonne. J'espère que ce sera suffisant pour vous et que la qualité de l'image ne sera pas trop désagréable. Alors, voilà. Donc, petit topo. Depuis l'ouverture du vlog, j'ai pas vraiment beaucoup eu le temps de lire autre chose que ma lecture audio qui est bien The Diary of a Bookseller de Sean Bythel. Et en fait, j'adore vraiment. Je sais pas comment le décrire. C'est clairement de la non-fiction, du non-fiction. C'est pas un essai, c'est un récit sous forme de journal, très terre à terre, mais avec un humour vraiment intéressant britannique. Ça se passe en Écosse, en fait. C'est vraiment un propriétaire de bouquinerie qui nous décrit au jour le jour comment sont ses journées, puis sa perception des clients, sa perception du métier. Puis, comme je vous ai expliqué, dans le fond, ayant été moi-même libraire, même si maintenant je suis rendue bibliothécaire, ça a quand même fait tellement partie de ma vie que ça m'interpelle vraiment. Puis j'adore ça. Puis c'est vraiment des petites entrées super courtes. Donc, chaque journée, des fois, je pense qu'il a dû écrire quelques lignes seulement ou retenir quelques lignes seulement pour colliger pour cet ouvrage-là. Et puis, mais c'est savoureux. Il y a toujours soit quelque chose de, je sais pas trop, cocasse ou quelque chose de surprenant ou quelque chose de complètement déjanté. Et alors que c'est la vraie vie, c'est la vie quotidienne. Donc, je sais pas comment vous le décrire, mais c'est un ovni. En ce qui me concerne, comme j'ai un intérêt vraiment particulier pour ça, j'adore ça. Puis je pense que le fait que ce soit un livre audio aussi, c'est chouette. Par contre, c'est sûr que c'est quand même un peu niché, là, donc je pense que quand même, il faut avoir un peu évolué dans le monde du livre pour en apprécier vraiment toute la qualité puis la justesse. Mais bon, bref. Donc ça continue quand même en lecture audio, donc heureusement. Sinon, aujourd'hui, j'ai réussi à lire un album au passage, en fait, là, que j'avais vu passer, c'est dans la rentrée littéraire automnale au Québec ici. Donc, je vais vous mettre la couverture ici parce que je ne l'ai malheureusement pas avec moi. Donc, c'est Clou, on est tous différents. Ça a été écrit par Cœur de Pirate, c'est chez Ozu. Puis ça vient également avec une mini-chanson qui
qui fait référence en fait au héros principal, au personnage principal de l'album. Donc, c'est du jeunesse, c'est pour les tout petits. Je vous dirais que c'est vraiment pour la rentrée scolaire, là. Donc, c'est un chien qui s'appelle Clou. Et puis, c'est un chien de berger. Donc, il est tout acheté avec les yeux verrons. Donc, un œil bleu, un œil brun, comme ses parents. Et puis, il s'amuse, puis il a vraiment beaucoup de plaisir à la maison. Et il vient le jour où les parents disent, ben écoute, Clou, c'est le temps d'aller à l'école et l'école des chiens. Donc, il se dirige à l'école des chiens. Puis là, il était un petit peu anxieux parce que, bon, c'est la première journée. Et rendu à l'école, il va se rendre compte que, en fait, les gens le trouvent vraiment différent par rapport à... Alors qu'il y a différentes races de chiens et tout ça, mais il se fait faire des commentaires désagréables sur son apparence et tout ça. Puis là, bien évidemment, c'est comment il va se sentir par rapport à ça, puis comment il va gérer ça. Je vous en dirai pas plus parce que c'est quand même intéressant, puis c'est une histoire prévisible dans le sens qu'on l'a déjà vu souvent en album jeunesse, comment gérer la différence, comment gérer l'anxiété de retourner à l'école, développer l'estime de soi. Et l'histoire, je l'ai trouvée sympathique. C'est pour les tout petits, donc ben, en fait pour le préscolaire, donc je pense que ça va quand même. On n'a pas besoin de réinventer la roue. C'était quand même assez prévisible, donc c'est pas une plume désagréable. Le Cœur de pirate a une belle plume. C'est pour ceux qui la connaissent pas, en fait, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. C'est une autrice, compositrice, interprète. Donc, c'est ça qui est la base, dans le fond, de la chanson à l'album, comme l'ont fait certains autres, là, dont chanteur québécois, Patrice Michaud, aussi qui a fait ça, je crois, avec la soupe à... je vais vous la retrouver, mais enfin, bref, c'est pas la première qui le fait, puis c'est chouette. Puis je pense que, comme je vous dis, là, peut-être pour un enfant de, je dirais peut-être plus 4 ans, ça a l'air d'être destiné au début de l'école, peut-être comme première année, puisque les chiens sont assis à des bureaux. Oui, oui, les chiens sont assis à leur bureau. Mais je dirais que peut-être que l'histoire est un peu simpliste. Peut-être que je dirais plus avec 4 ans. Peut-être que son enfant, on l'a rentré à la maternelle ou ça peut quand même fonctionner. Puis bon, c'est prévisible, évidemment, ça finit bien, puis tout est beau, tout est bien. Je dirais qu'il y avait beaucoup de textes aussi quand même, donc c'est un peu difficile. C'est comme si l'histoire était un peu simpliste, peut-être pour un enfant qui entrerait en première année, donc qui aurait soit 5 ans ou 6 ans. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de textes. Donc, si c'est pour un 4 ans, ça prend un enfant qui a 4 ans qui a une bonne capacité d'attention parce que c'est assez dense quand même. Ce qui m'a plu par contre, donc je vous dirais, comme vous pouvez le comprendre, l'histoire, c'était peut-être pas c'est pas été un coup de cœur. Ça a été correct, ça a été bon, ça a été chouette. Si j'étais un enfant de 4 ans, sans doute que j'aurais trouvé ça bien. Ce que j'ai adoré, par contre, c'est les illustrations de Jess Powell. Jess Powells, je crois. Elle a fait plusieurs livres jeunesse, là, autant mis en roman qu'en album. Puis c'est très rigolo. Je vais vous remettre encore une fois un petit peu, au moins la couverture. Vous allez voir un peu le trait cocasse, amusant, avec plein de détails. Dans le fond, quand on arrive à l'école des chiens, il y a différentes races de chiens, puis il y en a comme aucun qui est pareil, puis on peut passer ça faisait un peu penser, dans le fond, avec le côté vraiment plus brouillon, sympathique et dynamique, mais un petit peu la fascination qu'on avait jadis, parce que moi, je viens du vieux siècle dernier, avec les albums de Richard Scarry. Donc, ça va être souvent des planches qui sont composées avec plein de personnages, puis plein d'actions qui se passent en parallèle, en fait, de la narration. Donc, je vous dirais que j'ai quasiment eu plus de plaisir à suivre l'histoire à travers les illustrations que, en fait, l'histoire elle-même. Mais ça reste quand même un bel album. Puis je pense que c'est un album qui a une fonction. C'est juste que moi, quand ce sont des albums qui ont des fonctions trop clairement indiquées, ça m'a toujours irritée, même quand j'étais petite, parce que j'avais l'impression qu'on prenait les enfants pour des gens qui n'étaient pas intelligents, puis n'étaient pas capables de comprendre par eux-mêmes qu'il y avait quelque chose peut-être à saisir dans ce livre-là. Mais comme le rendu visuel est super attrayant. Puis comme je vous dis, peut-être plus pour les 4 ans, je pense que ça pourrait vraiment bien le faire. Donc peut-être même à raconter au CPE ou à la garderie pour ceux qui vont faire bientôt la transition. Donc un beau petit album québécois là, qui est sorti. Quand même, ça vaut la peine de le découvrir si ça vous dit. Donc ça, j'ai eu le temps de lire ça aujourd'hui. Et puis, j'entame à l'instant une lecture commune avec Fox & Knit sur Instagram. C'est une lecture commune qui est pour tout le mois d'octobre. Puis en fait, comment elle fonctionne, Fox & Knit, pour les lectures communes, c'est qu'il faut signaler notre intérêt, puis elle nous inscrit dans un groupe
installe de discussion. Donc, je ne sais pas si quand le vlog va paraître, si ça sera encore possible de s'inscrire. Si jamais ça vous dit quand même de faire la lecture commune, c'est pour le mois d'octobre au complet, donc ça pourrait être chouette. Donc, ce qu'on va lire finalement, c'est, en français, je ne sais pas c'est quoi. C'est The Graveyard Book de Neil Gaiman. Je crois que c'est Nobody Owens, La vie rêvée de Nobody Owens, je crois. Donc, on suit un jeune homme qui a toujours grandi dans un cimetière. Puis, je me souviens plus beaucoup du résumé, mais ça fait longtemps que je vais lire ce livre-là. Je l'avais vu passer quand il était sorti. Je vais lire je vais lire en version originale parce que, bon, Neil Gaiman, il y a vraiment une plume intéressante, puis j'avais vraiment pas le goût de lire en traduction. Puis, j'ai pas encore reçu mon livre papier. J'ai emprunté à la bibliothèque. Je l'ai fait venir en prêt en bibliothèque, puis je vais pouvoir aller chercher demain. Mais en tout cas, en attendant, dans le fond, je me prive pas, puis je l'ai emprunté également en numérique, donc je vais le commencer en numérique, puis je poursuivrai en papier ensuite. Donc ça, c'est pour la lecture commune. Donc je sais pas si je vais le lire tout d'un coup ou est-ce que je vais l'étaler. Ça se peut que je le lise tout d'un coup parce que j'aimerais peut-être ça lire autre chose aussi au mois d'octobre. Et puis c'est une lecture commune qui est... on peut la lire dans le fond à notre rythme. Il n'y a pas, disons, un rythme imposé, tel chapitre à tel chapitre pour telle journée. Donc, c'est quand même bien. Ça s'insère bien dans nos vies. Je vais sans doute essayer de faire quelques petites lectures de livres que j'étais allée chercher à la Bibli. Peut-être même le 103 rue des Soupirs. Là, je vous en avais parlé la semaine dernière, puis finalement, je ne l'ai pas lu. C'est le tome 3 de cette série-là. Il est dans le blog précédent, puis je vous invite à le regarder si vous voulez en savoir plus. Donc, peut-être que je pourrais lire ça aussi. Ce serait un peu dans le même esprit que The Graveyard Book de Neil Gaiman. Dans 103 rue des Soupirs, c'est un jeune homme qui vit avec des fantômes. Puis, ben, dans The Graveyard Book, c'est un jeune homme qui a grandi dans un cimetière accompagné des esprits. Donc, on dirait que je sens une petite parenté. Aussi, peut-être que je vais vouloir faire changement, puis juste pas nécessairement m'en tenir à des ambiances similaires, mais on verra bien. Bref, donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai un peu avancé dans la lecture commune pour The Graveyard Book. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite pour la suite du vlog. Bonsoir, alors je vous reprends en mode éclairage de soir pour une fois. De nouveau, je suis arrivée très tard du boulot et puis bon, j'ai quand même décidé de vous montrer rapidement mes réceptions parce que bon, moi je vais à la biblio, donc ce ne sont pas des livres que j'achète, mais bien des livres que je vais emprunter. Parce que je suis passée là rapidement après le boulot, j'avais une réservation puis j'avais un délai pour aller la chercher, je ne pouvais plus attendre, donc je suis allée. Et ben, d'abord, je vais vous montrer les réservations que j'avais reçues. Je vous avais dit dans, je crois, il y a un vlog ou 2 vlogs, je ne me souviens plus, que j'envisageais de peut-être demander les filles de Salem de Thomas Gilbert, je crois. Oui, de Thomas Gilbert, c'est chez Dargaud. C'est pas une adaptation, disons, des Sorcières de Salem, mais ça fait quand même référence au village de Salem et l'héroïne est Abigail Hobbs. Donc, je pense quand même que ça a un lien avec l'histoire qu'on connaît des Sorcières de Salem. Je vais vous montrer quelques planches. Je ne sais pas si je vais réussir avec la luminosité, mais quand même, je vais essayer. Donc, les planches que je vous ai montrées, c'est un peu impressionnant, je viens de m'en rendre compte. Donc, ça me tentait bien. C'est moins mon genre habituellement. Je ne suis pas nécessairement très sorcière, Wicca et tout ça. J'ai rien contre, là, mais je ne suis pas très portée vers cette thématique-là. Par contre, les sorcières de Salem, puis les filles de Salem, c'est quelque chose qui m'intéressait quand même parce que, bon, c'est quand même basé sur des choses, un traitement qui a été fait aux femmes à ce moment-là, les femmes qui étaient émancipées. Qui n'était pas nécessairement très correct. Donc, bon, je vais quand même me lancer dans celle-là potentiellement. Et aussi, j'avais le premier tome de la BD Jamais mon Dieu, je vais me mettre devant moi. Jamais de Duhamel. C'est chez Grand Angle. Et celui-là, dans le fond, je l'ai découvert par BookTube. Puis on dirait que je me souviens plus. C'est de qui? De qui je l'ai entendu? Je pense que c'est derrière mes binocles. Je crois. Je ne suis pas certaine. Je vais regarder. Au pire, je vous mettrai le nom de la personne chez qui je l'ai vu.
Et puis, ça me tentait bien, le tome 2 vient juste de sortir. Puis, c'est en fait l'histoire d'un village en Normandie qui est victime de l'érosion. Et puis, des mesures qui sont prises pour essayer de relocaliser les gens et tout ça. Puis, il y a quelqu'un qui se refuse toujours de se laisser aider ou relocaliser. Et c'est Madeleine qui est aveugle de naissance et puis qui décide volontairement, ben, en fait, elle décide de pas adhérer au fait que ça peut être dangereux. Donc, de ce que je comprends, elle a l'air d'habiter la petite maison en haut là-bas sur la colline. Donc, je trouve ça intéressant. C'est une femme de 90 ans. Je ne suis pas très certaine d'adhérer d'emblée au visuel. Là. Ça a l'air d'être très BD belge, mais j'ai rien contre la BD belge, mais des fois, ça me tente un peu moins. Mais bon, on va voir. La prémisse m'intéressait, donc on va voir ce que ça va donner ensuite. Puis bon, je verrai, je vous en parlerai. Et enfin, je suis allée chercher, finalement, je vous avais dit que j'attendais la version originale de Graveyard Book de Neil Gaiman. Et je suis allée, puis je me suis rendu compte que c'est sans doute moi qui ai fait l'erreur là, quand j'ai fait ma demande en pré-entrée bibliothèque, mais j'ai demandé l'adaptation en roman graphique. Donc, je suis super déçue parce que j'adore les romans graphiques, comme vous pouvez le voir, mais cette fois-là, je voulais vraiment lire en roman. Puis en plus, celui-là, le visuel du roman graphique m'interpelle vraiment pas. Là. C'est pas du tout mon genre. Donc, je l'ai comme demandé pour rien. Mais en fait, j'ai pas porté attention. Puis j'ai dû chercher seulement le titre en langue originale. Puis j'ai pas fait attention à savoir si c'était l'adaptation en roman graphique. Donc, je suis bien triste. Alors, j'ai pris quand même la version traduite. Donc, la version française, L'étrange vie de Nobody Owens. Je l'avais en numérique, comme je vous ai montré, j'ai commencé à lire, mais c'est une édition, un EPUB avec des illustrations. Et puis, absolument, en numérique, comme vous savez, ça sort pas super bien. Et donc là, je l'ai pris en version française pour peut-être, dans le fond, quitte à le lire en anglais, puis quand il y a des images, essayer de voir ce que ça donne dans la mise en page, parce qu'il n'y en a pas à chaque page, mais il y en a quand même fréquemment. Fait que je vais voir. Oh, je suis comme déchirée, là, parce que je veux vraiment lire en langue originale. Neil Gaiman a tellement de belles plumes. Mais en même temps, j'ai pas le goût d'avoir la version EPUB qui bug un peu sur mon numérique. Donc voilà, c'est ma mini déception du jour. Mais bon, il faut faire avec, là. C'est ça qui va se passer. Donc je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais jongler avec la version numérique, puis je vais prendre la version française? Est-ce que je vais passer par-dessus et lire en version française? Jusqu'à maintenant, j'ai lu juste quelques pages, puis c'est comme... Ça commence par quelqu'un qui... c'est un peu violent pour le début. Ça commence par comment Nobody vint au cimetière. Donc, ça, c'est les origines. Ça commence par il y avait une main dans les ténèbres et cette main tenait un couteau. Ça commence comme ça. Puis là, on comprend que quelqu'un vient pour tuer une famille au complet, sauf le plus jeune qui est un bébé. Puis ça lance comme ça. Alors, je m'attendais pas à ça. Ça me fait un peu penser à Voldemort et Harry Potter, mais bon, là, c'est pas un sort qui est jeté, ça semble être au couteau, donc j'étais un peu surprise. Surtout que c'est considéré comme un roman, ben il le met dans la dos, là, mais en tout cas, c'est pas grave, ça se passe dans un cimetière, c'est le mois d'octobre, on est dans le sombre et le dégoulinant, donc on verra bien. Mais bref, je vous en reparlerai. Donc, c'est sûr que là, ça, c'est ma lecture en cours. Je continue encore ma lecture audio. Puis, je vous tiendrai au courant de la suite de la semaine. Donc, voilà, c'est le petit coucou bref en mode éclairage de soirée. Maintenant, je m'en vais préparer le souper. Alors, à bientôt!
Alors bonjour, j'essaie de vous prendre malgré le fort vent, mais je me dis que peut-être que le son va être suffisamment correct. Ben, je vais vous prendre un peu plus sérieusement tout à l'heure, mais là je suis en train de prendre ma petite marche de fin d'après-midi. Et ben, c'est pour vous dire que cette semaine, c'est sûr qu'à date, j'ai lu, mais c'était comme des lectures au long cours. Donc faites pas le saut. Mais visiblement, c'est pas une semaine au rythme aussi imposant que les autres que vous avez connus. Mais la fin de semaine s'en vient, c'est une longue fin de semaine, donc je vais sans doute pouvoir me lancer peut-être dans des graphiques ou des petites lectures parce que ça me tente bien de vous en faire découvrir quelques-uns de plus. Mais je vous reviens dans un contexte un peu plus favorable, disons, côté qualité sonore, tout à l'heure pour vous parler d'une lecture que j'ai terminée et de ma lecture en cours, donc lecture audio terminée et lecture en cours papier. Eh bien voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou en direct de mon, mon rang chéri. Et il y a comme un ciel de tempête aujourd'hui. On dirait pas qu'il va pleuvoir, mais donc avec le vent qu'il y a, je vous dirais que il y a des bonnes chances. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais disons que ça augure plutôt côté tempête. Alors, à plus tard! Alors, me voici, comme promis, en direct de ma cour, en espérant que le vent ne soit pas trop fort, mais je pense qu'on est correct. Et je fais un petit retour sur mes lectures terminées. Donc, je viens tout juste de terminer ma lecture audio que j'avais dans ma besace depuis quelques jours, c'est-à-dire The Diary of a Bookseller de Shawn Bythell. Et je l'ai terminé. J'ai trouvé ça plaisant. Comme je vous disais, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai déjà été libraire. Donc, tout ce qui est monde du livre, relation avec la clientèle, avec les fournisseurs, préjugés sociaux et tout ça, je trouvais ça intéressant comme regard parce que c'est un regard assez pointu, à la limite des fois acerbe par rapport à ça. Donc, la réalité d'un propriétaire de bouquinerie de livres usagés dans un contexte, parce que ça a été écrit en 2016, je crois, 2014, alors que l'essor d'Amazon était à son pic concernant l'achat des livres en ligne et que ça faisait vraiment craindre aux petits libraires indépendants la disparition pure et simple. C'est encore plus vrai concernant le milieu du livre anglophone. Donc, au niveau francophone, ici, c'est les grandes tentacules du grand Amazon sont moins grandes, un petit peu, la force est là, mais est un petit peu moins forte. Mais en ce qui concerne les livres du côté anglophone, c'est vraiment majeur. Donc, il y avait ça qui était tout au long du livre, dans le fond, qui teintait la perception. Donc, une espèce de crainte concernant ça, crainte à la limite, haine peut-être par moment, et également concernant le livre numérique. Donc, vraiment une crainte de disparition. Donc, ça teintait quand même qu'est-ce qui était recensé. Cela dit, ça ne tournait pas juste autour de ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que oui, c'est sous forme de journal. Vraiment, je vais prendre le terme anglophone, mais comme un logbook. Donc, c'est vraiment chaque jour, pendant une année, un peu plus qu'une année, peut-être pas chaque jour, là, mais plusieurs jours par mois, le nombre de ventes par Internet, parce qu'ils vont quand même vendre par Amazon, parce qu'ils n'ont pas trop de choix, finalement, sinon ils ne survivent pas. Même si c'est ironique, c'est ça qui en parle justement là-dedans. Le nombre de visiteurs, puis des anecdotes qui se sont passées, qui sont soit liées aux employés ou aux visiteurs. Et donc, on va évidemment finir par retrouver plusieurs employés qu'on va suivre au fil du temps, le propriétaire lui-même, sa conjointe. Donc, c'est super intéressant. Par contre, c'est sûr que c'est morcelé. Donc, c'est vraiment un principe de journal intime, donc des entrées courtes qui s'enchaînent, structure répétitive. Toujours cet humour cinglant un peu là, qui est vraiment intéressant, qui m'a beaucoup plu pour la première moitié du livre, mais ensuite, je dirais que malgré le fait que le sujet m'intéressait, je pense que c'est quand même un livre qui gagne à être un livre de chevet. Un peu comme j'avais dit concernant la fameuse biographie de Barack Obama. Je pense que peut-être que mon appréciation, mon espèce de baisse d'engouement est un peu aussi liée au fait que, étant donné que c'est répétitif, c'est quelque chose qu'on a intérêt plus à grappiller, je dirais, qu'à lire d'un coup. Mais là, j'étais quand même curieuse, puis je le laissais, puis j'ai eu beaucoup de déplacements à faire, donc je le faisais avancer et tout ça. C'était pas parce que je voulais le finir absolument.
Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que je lirais d'autres livres de cet auteur-là? Peut-être, puisqu'il en a fait un autre, une suite qui s'appelle Confession of a Bookseller. Donc, c'est un peu dans le même principe. J'essaierai de voir si son point de vue concernant Amazon puis le livre numérique a peut-être évolué. Mais si jamais je le fais, je l'achèterai en papier, puis je le laisserai en livre de chevet pour enlever des petites touches de temps en temps. Je pense que je vais plus l'apprécier. Donc, bonne lecture, sujet intéressant, mais peut-être qu'il m'a un petit peu... j'ai un peu atteint ma limite à partir de la moitié puis du 2/3 parce que c'est quand même très répétitif. Mais quand même, ça vaut le coup pour ceux qui évoluent dans le milieu du livre de peut-être découvrir cet auteur-là. Il y a aussi, je veux quand même avertir, son point de vue quand même vraiment très pointu concernant, comme je disais, Amazon puis le livre numérique. Mais il y a aussi quand même, il y a une attitude par rapport à la clientèle qui est très grinçante. C'est pour créer un effet comique. En même temps, des fois, c'est un peu limite. Ça a été écrit en 2014. Donc, il faut le mettre un peu dans le contexte. Je ne sais pas si en 2022, ça passerait. Dans le sens qu'il n'y a pas rien de grave, là. Je veux dire, bon, je m'excuse, vous entendez un avion qui passe. Il n'y a pas rien de très lourd, il n'y a pas d'acharnement ou rien. Mais on est toujours sur la fine limite entre l'humour grinçant et à la limite, des fois, du manque de respect. Mais je pense vraiment que c'est une approche qui est juste de l'humour second degré, ironie et tout ça. Donc, c'est peut-être juste qu'on devient frileux à la longue. Mais j'aime mieux le dire pour les gens qui le liraient peut-être puis qui ont cette sensibilité-là peut-être, là, mais ça vaut le coup quand même de découvrir ça. Donc, voilà pour mon fameux petit livre audio qui est terminé. J'ai pas été en mesure de m'en choisir un autre. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas, j'étais dans une phase de livre audio. Je vais m'en prendre un, puis ça m'en prend pour les déplacements parce que j'aime beaucoup ça. Mais je me rends compte que faudrait que ce soit une lecture au long cours. Mais comme je fais beaucoup de déplacements, je la lis quand même rapidement. Fait que je suis en train de me demander si je ne vais pas revenir vers la fiction plus, quitte à avoir toujours un livre audio que j'ai aussi en version papier pour pouvoir avancer mes livres finalement presque un après l'autre plutôt qu'en parallèle. J'ai réussi à le faire cet été, là, mais là, on dirait que je suis moins capable de faire ça. Fait que je verrai, je vous tiendrai au courant si jamais je choisis un nouveau livre audio. Sinon, ma lecture en cours, en version française, oui, incroyable, n'est-ce pas? Le fameux L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Donc, en anglais, c'est The Graveyard Book. Donc, je vais vous mettre la petite couverture ici. Donc, je le lis en français. Ça avance bien. Je suis rendue, dans le fond, ici. Donc, il me reste cette partie-là ici à lire. C'est un livre qui fait en français 310 pages, je crois, puis j'en suis à la page 170. Donc, ça se lit bien. C'est beaucoup plus sombre que ce que je pensais, mais je pense que j'avais juste pas vraiment pris le temps de bien lire à l'arrière puis de me rendre compte de ce que c'était. Je vous dirais que c'est sûr que, bon, c'est l'auteur de Coraline, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Neil Gaiman. Donc, Coraline qui avait été déjà adaptée au cinéma par Tim Burton, puis c'est très Tim Burton-esque, dans le sens que c'est vraiment un univers, évidemment. C'est l'histoire de Nobody Owens qui va connaître un début de vie très tragique et qui va être sauvé, rescapé par des esprits qui vivent au cimetière. Et il va se faire protéger par eux de quelqu'un qui s'appelle le Jack. Et en anglais, c'est The Man Jack. Donc, je ne sais pas trop exactement. On ne sait pas trop encore qu'est-ce que c'est, mais c'est celui dont je vous parlais au départ qui avait le gros couteau. Là, j'avais montré une petite image et tout ça. Donc, on va peu à peu le voir. Bon, il va grandir. Là. Rapidement, il se ramasse il va être à près de 10 ans. Donc, il va vraiment avoir passé son enfance là. On va le voir interagir avec son grand complice qui s'appelle Silas. En tout cas, c'est pas dit nulle part, mais je crois que c'est un vampire, mais c'est pas mentionné. Et ainsi que ses deux parents, donc les Owens, qui vivent au cimetière et qui sont des esprits, des personnes mortes. Et puis, il va découvrir également plusieurs autres personnes dans le cimetière. On va parler également des cimetières des pauvres à l'époque, donc désacralisés, peut-être une notion de sorcellerie, interaction entre les vivants et les morts. Donc, je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne vais pas tout vous voler les punchs. Mais bref, ça tourne autour de ça.
on sent quand même que c'est... Puis là, je dis que c'est du jeunesse, mais moi, je trouve ça sombre, vraiment sombre. Là. Je vois qu'en Bibli, ils le mettent en adolescent. Puis je pense que c'est considéré, ils disent du young adult, mais c'est pas du young adult. Le héros a 10 ans, donc c'est vraiment, ça veut vraiment être du point de vue d'un enfant. Là. C'est juste que c'est très, très sombre. Donc, attention, je ne sais pas si c'est pour tous les enfants. J'aurais tendance à dire que c'est plus pour les ados. Par contre, ce qui fait très littérature jeunesse, c'est que concernant ces aventures, il y a un peu une structure répétitive. T'sais, on le sait au début de chaque chapitre, c'est annoncé, il y a des titres à chaque chapitre. On voit un peu où ça va s'en aller. Donc, qui il va rencontrer, puis on se doute un peu de comment ça va se dérouler. Cela dit, c'est quand même intéressant. Les personnages sont attachants. Effrayants, mais quand même attachants dans certains cas. Et puis, on est vraiment dans le non-dit. Donc, on n'est jamais trop certain qui sont ces gens-là, comment ça se fait qu'ils parlent. Il y a des fois, ils parlent, des fois, ils parlent pas. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'ils sont des alliés ou ils sont des ennemis? Donc, c'est vraiment bien fait. Neil Gaiman, là-dessus, il y a vraiment une plume intéressante. Donc, je vais poursuivre ma lecture. Jusqu'à maintenant, mon opinion de la traduction, bon, ça peut aller, parce que je veux vraiment lire et que c'est une lecture commune. La plume en général, ça va, c'est bien traduit. Par contre, le problème quand on tombe dans des livres comme ça, qui a des terminologies, comme là, il y a quand même une notion d'inexplicable, puis un peu de... je sais pas comment vous dire, là, c'est quand même toujours bien des morts qui interagissent avec des vivants. Donc, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu moins ancrées dans le réel. Souvent, il va y avoir des terminologies qui vont être traduites, alors que ce sont des termes en anglais qui ont été des termes inventés ou des jeux de mots en anglais qui ont été faits à l'aide d'un prénom, dont le fameux prénom du personnage principal, qui s'appelle Nobody Owens, parce que ils l'ont appelé Nobody parce qu'ils disent « Oui, mais on sait pas t'es qui ». En anglais, Nobody, ça veut dire « personne ». Donc, mais ils n'ont pas traduit les noms. Des fois, ils les traduisent pas. Ça, je suis contente quand ils le font pas. Mais des fois, ils essayent d'expliquer les jeux de mots. Ou alors, ils traduisent certains termes, puis le jeu de mots est moins là. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop envahissant. Ça me fait pas trop décrocher. J'en suis consciente, mais ça me fait pas trop décrocher. Puis il n'y a pas non plus d'argot là, qui est c'est pas très franchouillard là, non plus du tout. Donc là-dessus, ça va. Globalement, ça se passe bien. C'est vraiment parce que je veux lire avec la version illustrée, parce qu'en numérique, on dirait que le EPUB était vraiment... Il y avait vraiment des problématiques à s'afficher. Donc, j'avais un peu moins de plaisir à le lire. Fait que je vais le finir en français, mais j'aurais bien aimé ça pouvoir le lire en anglais. Et donc, je poursuis cette lecture-là. Puis, bien là, comme je vous disais tout à l'heure, je vais essayer peut-être de me faire des courtes lectures aussi en fin de semaine. C'est une longue fin de semaine ici de notre côté. Au Québec, on a un jour férié lundi. Donc, je vais sans doute essayer de lire quelques petites lectures en fin de semaine pour essayer de vous proposer plus que 2 retours dans toute ma semaine. Mais ça peut être aussi la réalité. Alors, voilà pour cette fois-ci. Sinon, je suis allée chercher également quelque chose à la poste. Donc, je vous mets sur pause un petit instant, puis je vous reviens. Alors, me revoici. Écoutez, je vous en parlerai pas longtemps, puis je ne veux pas non plus faire de mauvais commentaires, mais j'ai commandé des marque-pages à un endroit qui n'est pas Amazon, auquel éventuellement je vais commander des livres qui sont d'occasion, pas d'occasion, mais en fait à prix réduit en anglais. Et c'est canadien et tout ça. Puis j'ai commandé 3 marque-pages. Et ça m'a été envoyé dans une boîte comme ça. OK? On voit ici, là, la proportion. Je crois que la dernière fois, j'avais commandé quelque chose, j'avais reçu ça dans une boîte comme ça, mais j'avais des livres en plus, donc je me disais, bon, ça va. Mais là, 3 marque-pages, c'est vraiment ça, là. Alors, je voudrais juste dire pas bravo à cette entreprise-là. C'est du carton, là, ça se recycle, mais comme quand même. Fait que je vais essayer de voir si je peux vous faire un unboxing. C'est peut-être pas la meilleure la meilleure position pour vous le faire. Parce que bon, je suis debout à l'extérieur, mais on va essayer. De toute façon, je ne veux pas non plus mettre de l'avant cette compagnie-là, je vous dirais, là, parce que là, je crois que ça va être dans mes dernières fois. Là. Moi, ça, déjà, quand je commande en ligne, je le fais rarement. Puis quand je le fais, je m'assure que ce soit fair et le moins dérangeant possible. Mais là, bon, heureusement, ils n'ont pas mis de petites pinouches en styrofoam en plus dans la boîte. Donc, voilà. J'espère que les 3 vont être là. Je crois que oui. Oui. Alors, je vais vous montrer ça.
Donc, j'ai commandé 3 marque-pages et c'est des marque-pages de la fameuse compagnie dont je vous avais parlé qui est Out of Print, que j'aime beaucoup et ils étaient en vente. Donc, j'ai pris sur moi d'en acheter. Alors, tout d'abord, un marque-page tout simple, mais de pile à lire. Donc, je crois que c'est la même chose des deux côtés. Non, il y a 2 côtés différents. Donc, celui-ci, on voit une petite tasse. Donc, celui-ci. Ensuite, un classique pour les grandes lectrices comme moi. Alors, c'est un marque-page Mathilda. Donc ça, c'est tiré d'une édition illustrée du livre Mathilda de Roald Dahl. C'est illustré par Quentin Blake, je pense. Et donc là, il y a de ce côté-ci, il y a Mathilda. Et de l'autre côté, il y a des livres. Donc si je n'avais jamais encore lu Mathilda, ça vaut vraiment le coup. C'est un super livre. Ça m'a pris du temps avant de le lire, celui-là. Puis, si vous êtes des amateurs de lecture, ça vaut la peine. Et finalement, il l'appelle Queen of Books. Je ne vais pas ne pas le prendre. Donc, c'est un signet qui évoque une carte à jouer, donc la dame, mais qui lit. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Elle lit un livre. Et puis, à l'arrière, ça imite le derrière d'une carte. Mais dans le fond, c'est des livres qui sont à l'arrière aussi. Donc, voilà. Alors, tout ça pour ça, malheureusement, je vous dirais que là, avoir pu les acheter autrement que ce gros transport-là affreux en boîte, je l'aurais fait. Mais donc, voici mes 3 petites acquisitions / réceptions de bouquineuses en série. J'ai bien hâte de les essayer. Je les aime parce qu'ils résistent beaucoup, donc je sais que c'est des signets que je vais utiliser ad vitam aeternam. Alors voilà. Donc, bien, je vous dis à la prochaine, à tout de suite en fait pour vous. Et puis, ben, je vous tiens au courant de ma suite de lecture du fameux Neil Gaiman en français. Puis je vous reviendrai dès que je peux. Bye bye! Bonjour, je suis sur la route, non c'est pas vrai, je suis dans un stationnement et j'attends en ce dimanche mon amoureux qui est allé faire des petites courses et puis moi j'étais moins intéressée par l'endroit où il se dirigeait. Et comme je suis passée tout à l'heure à 2 biblios pour venir chercher des réservations, mais je voulais vous les présenter rapidement. Donc il y en a 2 qui ne sont pas des surprises pour personne, c'est-à-dire que je continue la saga de L'Enfant et le Maudit. Donc, je suis rendue au tome 6 et au tome 7. Je vais essayer de m'adapter à l'éclairage qui n'est pas optimal. Donc, voilà, tome 6 et tome 7 de L'Enfant et le Maudit. J'en ai déjà parlé dans 2 autres vlogs, donc je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails, à aller les écouter pour voir c'est quoi la prémisse. C'est comme ce sont des tomes, puis que, bon, en fait, ça suit. Je ne pourrais peut-être pas vous en parler beaucoup pour ne pas vous divulgacher les intrigues si jamais vous voulez commencer la série. Ensuite, je suis allée avec un petit classique réconfort. Je me suis pris le tome 4 de la fameuse série des détectives du Yorkshire. Je vais essayer de vous le mettre vraiment à l'éclairage. Je crois que comme ça peut aller. Ouais, comme ça. Donc, les détectives du Yorkshire, tome 4. Donc, c'est Rendez-vous avec le poison. Je vais peut-être mettre la petite vignette ici, ça va être plus simple. J'avais écouté les 3 premiers tomes en audiobook, en livre audio, pardon. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me suis toujours super rapidement attachée au personnage Samson et Delilah. Dans celui-là, il y a l'air d'avoir un grand tournant, c'est-à-dire que Samson et Delilah sont 2 personnes qui ont grandi dans le même patelin, pour rappel. Et Delilah est restée sur place. Elle a eu des histoires d'amour qui sont un petit peu moins bien passées. Et elle est en ce moment en train de mener de front 2 entreprises, donc soit une entreprise pour faire des sites web et une entreprise surtout matrimoniale, donc pour que les gens trouvent l'âme sœur grâce à ces services.
Et Samson, c'est quelqu'un qui a habité jadis dans la municipalité de Brundcliffe, mais qui est parti super rapidement et qui est allé dans la police. Et là, il revient, il va s'ouvrir une agence de détective et ça va donner qu'il va s'installer en dessous de l'agence matrimoniale de Delilah. Et ils se connaissaient puis ils n'ont pas un super bon historique. Et bon, au fil des temps, on va finir par les voir ensemble collaborer sur certains cas de façon très spontanée, avec pas toujours des accords en accord avec comment fonctionner puis comment utiliser les bonnes stratégies. Et depuis le début de la série, on sait que Samson a participé à une enquête. Il travaillait pour la police, il travaillait undercover et il a participé à une enquête qui a donné des résultats qui faisaient en sorte que sa vie pouvait être en danger et il attendait un procès parce qu'il était impliqué dans cette enquête-là, puis visiblement, on comprend qu'il y a peut-être des agissements qui ont été faits qui n'étaient peut-être pas dans l'ordre des choses. Et là, il semblerait que dans le tome 4, on est rendu à... dans le fond, ça fait comme 6 mois à peu près qu'il est arrivé à Brundcliffe. Il y avait une attente à peu près 6 mois avant que le procès commence. Puis là, on est rendu à justement à ce que son passé sorte. Et il avait très peur que quand son passé allait sortir, les habitants de Brundcliffe ne veuillent plus, dans le fond, lui parler ou soit... Dans le fond, il avait réussi à les réapprivoiser puis à faire en sorte qu'ils étaient bien intégrés. Puis là, il a comme un peu peur de leur réaction. Donc, j'imagine que là-dedans, ça va être un peu la grande cassure. Donc, j'hésitais un peu avant de le lire parce que j'avais bien aimé l'ambiance d'accueil, de collaboration, de petits villages, de mystères, de rumeurs, de rebondissements des 3 premiers tomes. Puis là, j'avais peur que ça tombe dans quelque chose où un des héros, donc Samson, se retrouve dans une situation où il est vraiment pas à l'aise, où est-ce que personne va vraiment l'aimer. Ça, c'est mon petit côté trop sensible qui me met à la place des personnages qui n'existent pas. Oui, oui, c'est moi. Mais là, bon, j'ai décidé de me lancer, puis je me l'ai pris en papier. Je me suis pris en papier. Et là, la loup. Je me le suis pris en papier parce qu'il n'existe pas en audiobook. Puis j'avais vraiment le goût d'avoir quelque chose cette semaine là, dans lequel j'allais pouvoir rentrer rapidement. Donc, je l'ai osé en papier. Et puis finalement, je me suis pris l'adaptation en roman graphique d'une série de romans qui a été écrite d'abord par Carole Trébard. C'est U4. C'est donc pour la version roman graphique, ça a été adapté par, est-ce que j'ai les auteurs? Oui, Adrienne Huelva, Pierre-Paul Renders et Denis Lapierre. Et c'est publié chez Dupuis. Donc, le concept de l'adaptation en roman graphique, je ne sais pas si c'est le concept pour les romans, c'est que ça peut être lu, pour les 4 premiers tomes peuvent être lus dans le désordre et le 5e tome est celui qui fait les liens entre les tomes. Donc, voici comment c'est présenté à l'arrière à la 4e. Donc, on peut lire dans l'ordre qu'on veut. Puis ensuite, le dernier tome est celui qui nous permet d'avoir la clé entre chacun des tomes. Donc, ça me tentait bien. C'est quelque chose que j'avais envie. Ça fait longtemps que j'avais regardé puis il n'était jamais disponible encore en bibli. Donc, voici quelques planches. En espérant que la luminosité va être de notre bord. Là, tantôt, c'était pas très... Voilà. Ah, ben, j'aurais peut-être pu vous en prendre une qui a plus de... Comme ça. Donc, celui-là aussi, ça me tente bien. Alors, ben voilà, c'est ce que je suis allée chercher à la bibliothèque. On est dimanche, la dernière journée du vlog. On a des petites courses à faire, des petites visites à faire dans la journée. Mais j'ai quand même lu un autre livre ce matin que vous avez vu quelques petites planches juste un petit peu plus tôt dans le vlog. C'est le plus je recommence. C'est Le plus petit sauveur du monde de Samuel Larochelle, illustré par Eve Patnaud. Et c'est dans la collection Quai numéro 5 de chez, je crois, XYZ. Donc, je l'ai lu ce matin. Je vais vous remettre la petite vignette ici pour que ça puisse vous aider. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Donc, comme je vous disais, ça aborde un jeune enfant qui se met à ressentir de l'éco-anxiété très fort. Donc, après avoir entendu ses 2 mamans parler de l'arrivée potentielle ou éventuelle d'un petit frère ou d'une petite sœur et de leur questionnement à savoir est-ce qu'ils devraient avoir des enfants dans l'état du monde actuel. Puis, le jeune enfant a entendu juste cette partie-là. Et puis là, il se met à angoisser sur le fait de, bien là, peut-être qu'il n'aurait pas dû être là, peut-être qu'à cause de lui, le monde va mal, puis ça part en spirale. Donc, comme toujours,
l'univers visuel de Death Note est vraiment sublime. C'est tendre, c'est très... ça va chercher directement les émotions pour le lecteur, donc je pense que c'est évocateur, mais c'est aussi que ça suscite chez le lecteur des émotions. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien fait. On va vraiment bien ressentir l'anxiété de l'enfant, sa difficulté à se sortir de sa spirale, son impression qu'il ne peut pas parler à personne et tout ça. Donc, cette espèce de solitude enfermée. Donc, ça, on le ressent bien à travers l'univers visuel. Puis, pour l'histoire, c'est intéressant. J'ai quand même trouvé ça un petit peu chargé, puis un peu lent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que la structure était bien, mais je pense que ce qui m'a peut-être un peu mystifié, c'est la fin. C'est-à-dire que, dans le fond, on va essayer, je ne veux pas vous divulgacher tout ça, là, mais à la fin, dans le fond, il finit par avoir une communication entre les deux mamans et le petit enfant qui s'appelle Florent, afin d'essayer de démêler tout ça puis de voir comment il peut faire face à cette anxiété-là. Mais j'ai l'impression que c'était comme un peu édulcoré et dirigé. J'imagine que si ça s'adresse vraiment à un enfant qui vit de l'éco-anxiété, puis là, je vous dirais plus un enfant d'âge primaire, là, donc peut-être pas un préscolaire, là, vraiment, je dirais plus peut-être 9-10 ans, ça pourrait le faire, mais on dirait que, dans le fond, c'est quand même des réflexions qui peuvent interpeller un adulte, parce que de l'éco-anxiété, c'est pas seulement l'apanage de l'enfance. Et puis là, dans le fond, la fin est un petit peu plus jeunesse. Donc, c'est comme si pendant tout le livre, on ne sait pas trop si ça s'adresse à de l'adulte ou à du jeunesse. Par exemple, à de l'adulte pour accompagner un enfant, par exemple. Ou, mais ensuite, lorsqu'on arrive à la fin, là, clairement, on dirait que c'est comme une fin pour justement le jeunesse. Fait que c'est toujours quand il y a cette espèce de dichotomie-là. Hey, je suis désolée pour l'éclairage. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu d'ombre. En tout cas, quand il y a cette espèce de dichotomie-là entre que c'est comme si le public n'était pas une dichotomie, mais c'est comme si le public n'était pas super bien ciblé ou on n'était pas trop sûr. C'est sûr que c'est chouette, ça demeure un album pour les grands. J'aime ça, un roman graphique pour les grands. C'est à hauteur d'enfant, mais des fois, on dirait que je me dis, ça me dérange quand il y a une incohérence dans le fil de l'histoire, puis qu'après ça, on ne sait plus trop si on peut le mettre entre les mains d'un enfant ou si ça prend un accompagnement. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est vraiment une considération de bibliothécaire sans doute ou d'ancienne libraire. Cela dit, c'est très touchant. Je pense que pour un enfant qui vit de l'éco-anxiété, comme je vous dis, pas trop jeune, ça peut être une façon de faire en sorte qu'il réalise qu'il n'est peut-être pas seul, puis de peut-être essayer d'y donner des clés pour essayer de bien vivre avec ça. Par contre, pour un enfant qui ne vit pas d'éco-anxiété, à la limite, je pense que peut-être que ça peut en faire développer dans le sens où ça met en lumière vraiment les facteurs qui peuvent faire partir les spirales. Fait que, disons que je dirais que c'est très beau. Je pense que c'est de qualité. Ça vaut la peine d'être découvert. C'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains sans accompagnement. Mais ça, c'est pas un problème. Alors voilà pour le petit retour sur ma petite lecture de ce matin, puis je vous reviens pour la suite. Eh bien, me revoici. On a terminé nos petites errances du dimanche. Et ben voilà, je suis de retour à la maison. Et tout à l'heure, en fait, quand je vous ai fait mon petit blitz de présentation de nouvelles réceptions, entre guillemets, donc d'emprunt à la bibliothèque, ainsi que mon avis sur le livre le plus petit sauveur du monde, j'avais complètement oublié que j'ai pas fait de retour du tout sur la lecture que j'ai terminée hier, qui est la fameuse lecture commune que je faisais dans le cadre de la lecture commune organisée par Fox & Knit sur Instagram, c'est-à-dire L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Et je l'ai terminé hier. Et là, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vous en parler parce que, en fait, la dernière fois que j'en avais parlé, j'étais rendue à peu près à la moitié. Et je vous dirais qu'à partir de la moitié de ce livre-là, tout se précise. En fait, tout déboule, tout se bouscule, tout se précise et tout s'embrouille. Bref, ça commence à se passer à partir de la moitié. Donc, toute la première moitié, c'est vraiment comme une mise en situation, en mise en contexte, en fait. On comprend d'où vient le personnage principal, où il évolue. Mais jusqu'à la moitié, comme je vous disais, on ne sait pas trop qui est qui, dans le sens
Est-ce que chaque personne est vraiment ce qu'elle paraît être? Et pour quelle raison elle est là, puis elle évolue autour du personnage principal. À partir de la deuxième moitié, là, en fin de compte, les choses se clarifient un peu jusqu'au dénouement final qui est palpitant, plein d'action, mon Dieu, surprenant, remuant. C'est vraiment excellent. Jusqu'à la première moitié du livre, j'aimais bien, mais ça ne s'enlignait pas pour être un coup de cœur. Donc, je trouvais ça chouette. Je trouvais ça un peu jeunesse, comme je vous disais. Là, je trouvais que c'est un peu simpliste. Les chapitres, on dirait que la mise en contexte, c'est qu'on présentait un élément de façon assez prévisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque chapitre, c'est un peu la même formule pour chaque élément qu'on présentait et tout ça. Puis j'étais comme, bon, c'est une structure jeunesse. Alors que c'était quand même un univers qui était très sombre, donc je savais qu'il était peut-être plus destiné à ados, disons. Donc, j'étais un peu dérangée par peut-être ce manque de consistance-là. Par contre, à partir de la deuxième moitié, là, ça déboule, puis on tombe vraiment, on lâche l'espèce de structure mise en place, prévisible, formule un petit peu à clé de la première partie qui est en jeunesse, puis on tombe dans l'action, on commence à comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé au départ de la vie du personnage principal, quel impact ça a sur maintenant, comment ça se fait qu'il est là depuis une dizaine d'années dans le cimetière. Bref, je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est dans la deuxième partie que je pourrais tout vous divulgacher, puis ça serait vraiment dommage. La deuxième partie m'a fait tomber en amour avec ce livre-là. Donc, si jamais vous lisez ce livre-là, puis que dans la première partie, ça grince un peu en termes d'intérêt, sachez que c'est possible, enfin chaque personne c'est différent comme ressenti, mais c'est possible que la deuxième partie vous plaise mieux. Donc, finalement, ce que j'ai trouvé, évidemment dans la deuxième partie, donc le fait que j'ai eu un coup de cœur et tout ça, j'ai vraiment apprécié la plume de Neil Gaiman, sa manière de construire ses personnages, de tricoter son intrigue. C'est dans la deuxième partie, vraiment, là, ça se déploie. C'est là qu'on sent comme l'habileté, la finesse, dans le fond, de l'auteur. Puis c'est là aussi que j'ai ressenti la grande, grande, grande déception de l'avoir lu en français. Puis là, il y en a qui ça ne dérange pas, puis c'est tant mieux, puis en fait, je vous envie que ça ne dérange pas. Moi, malheureusement, je m'en rends compte. Et comme je le croyais, il y a beaucoup de termes ou de noms de personnages ou de noms d'éléments ou de créatures ou de situations qui sont des noms inventés un peu, mais qui évoquent quand même quelque chose de connu en anglais. Donc, en français, par défaut, dans certains cas, ça a été traduit. Ou alors, ça évoquait simplement un jeu de mots. Donc, je vous donne un exemple. Je ne crois pas que ça va divulgacher. J'essaie de voir si je ne veux pas non plus vous... Mais enfin, bon, un des vilains dans l'histoire, je vous l'avais dit, il s'appelle Jack. En anglais, il se fait appeler The Man Jack, puis en français, c'est le Jack. Au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que ce fameux Jack-là fait partie d'un groupe de Jack. Et à la fin, on finit par savoir le nom du groupe. Je ne vous le donnerai pas, mais je peux vous dire qu'en anglais, ça représente une expression qui explique, qui donne encore plus de sens à la nature de chacun des membres de ce groupe-là par son appellation, alors qu'en français, c'est une traduction littérale. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix, là. Je ne jette pas la pierre aux traducteurs, ça a été décidé de traduire ça. Mais donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que toute la finesse de la plume de Neil Gaiman, puis le travail d'orfèvre qu'il a fait de trouver, non seulement d'avoir des personnages intéressants, une intrigue bien ficelée, des rebondissements surprenants, surtout dans la deuxième partie, un rythme haletant, mais puis qui a travaillé en plus certains noms de personnages, de lieux, de situations, pour que ça évoque quelque chose qui fait à la fois sourire et frissonner. Là, dans le fond, en français, on en perd une grande partie. Puis pendant la première partie, ça me dérangeait moins. Je vous en ai pas parlé parce que, bon, on était dans la présentation, puis je comprenais quand même, mais je n'avais pas l'impression de perdre, dans le fond, la capacité d'apprécier vraiment la qualité de la plume de l'auteur. Mais dans la deuxième partie, comme dans le fond, certaines choses se dénouent, puis que là, on comprend un peu plus les liens entre les personnes ou les lieux ou les situations
qui ont des noms, justement, traduits. Mais là, on dirait que je m'en rendais vraiment plus compte, puis ça m'a vraiment attristée. J'ai pas, à mon avis, pris la bonne décision de le lire en version papier française pour avoir les fameux dessins. Ça valait pas le coup. C'est-à-dire qu'ils sont corrects, ces dessins-là, mais c'était pas non plus... Peut-être que si j'avais eu l'édition qui était illustrée par Chris Riddle, il y en a une autre édition là, qui était illustrée par l'illustrateur connu Chris Riddle, peut-être que là, ça aurait valu le coup, mais là, dans ce cas-là, c'était sympathique, mais c'était pas nécessaire. Donc, le fameux EPUB que je vous disais que j'avais en version originale puis qui fonctionnait pas super bien, j'aurais comme pu le lire en anglais, puis ça n'aurait pas été grave, j'aurais pas perdu vraiment de plus-value par rapport aux illustrations. Puis ce que j'ai fait, finalement, c'est que je l'ai terminé hier, le livre, puis ce matin, j'ai relu comme les peut-être 40 dernières pages, en diagonale un peu, en anglais, parce qu'il y avait trop de choses de non traduits, puis là, je les ai relus, puis là, ça s'est... J'ai vraiment capté l'ensemble du sens, puis de la magnificence de cette chute et tout ça. Donc, je vous le dis, c'est sûr que si vous lisez en français puis que vous ne lisez pas en version originale, bien, peut-être que de toute façon, vous êtes habitué à des choses qui sont traduites, puis c'est pas quelque chose qui vous dérange, puis vous en rendez peut-être pas compte qu'il y a une petite différence entre la version originale, ou peut-être que pour vous, ça va faire moins de sens, mais ça sera pas très grave. Mais si vous faites partie de ceux qui lisent en version originale, ou qui veulent essayer de lire en anglais, je vous dirais comme c'est un livre jeunesse ado, le vocabulaire n'est pas très soutenu, donc je pense que ça pourrait quand même être une bonne façon, surtout pour la deuxième partie, dans le fond, là, de se mettre à la lecture à la limite en version originale, mais ça vaut le coup. Neil Gaiman a tellement une belle plume que, et je veux dire, ça reste, c'est pas un style de la mort, mais je veux dire, il est tellement habile comme auteur pour sa construction, les noms de personnages, tous ces petits détails-là, que ça vaut la peine, dans le fond, d'en profiter jusqu'à la dernière goutte. Donc, voilà, mon Dieu, que d'enthousiasme! Alors voilà, c'était mon petit retour sur la lecture commune que je suis bien contente d'avoir terminée. Aussi rapidement, je trouve ça chouette parce que je sentais que cette histoire-là, elle valait le coup d'être lue comme presque dans un souffle parce que c'est vraiment quelque chose qui est relativement haletant, donc c'est pas non plus une histoire qu'on a vraiment le goût de mettre de côté. Donc voilà, donc c'était le fameux petit retour tant attendu. Sinon, bien là, c'est la dernière journée du vlog. J'ai quand même, je vous ai présenté finalement je crois 5 livres ou 4 cette semaine. Ça se peut que j'en lise un autre ce soir, je vais voir. Donc, je clôt pas tout de suite le vlog, juste au cas. Puis au pire, j'en ferai la clôture demain quand je vais commencer le montage pour la présentation. Mais bref, de toute façon, c'est quand même à plus tard. Puis, au pire, aller à plus tard seulement pour la clôture du vlog. Voilà. Eh bien, me revoici, comme promis, pour clôturer ce vlog. Alors, en ce lundi 10 octobre, je vais clôturer le tout pour pouvoir en démarrer un nouveau. Mais avant de quitter, je voulais vous faire un retour parce que oui, hier, je vous avais dit je vais peut-être lire un dernier livre. Eh bien, je l'ai fait et quelle chance! Donc, je vous le présente. C'est un livre que j'ai emprunté il y a eu un bon moment à la bibliothèque. J'en avais déjà parlé dans quelques vlogs, mais je crois que je vais vous le représenter parce que ça fait longtemps. Donc, c'est le livre, c'est un roman graphique, mais il est des fois mis en album dans les bibliothèques. Le livre Quand tu lèves les yeux, c'est de Degur chez Seuil Jeunesse. J'ai oublié la 4e de couverture parce que je crois que ça plante bien le décor sans trop divulgacher. Alors, la voici. Lorenzo vient de déménager avec sa maman. Accroché à son téléphone portable, un peu perdu, le jeune garçon explore sa nouvelle maison. Dans sa chambre, un meuble étrange attire son attention. Derrière un panneau secret, Lorenzo trouve un cahier plein d'histoires qui le transporte dans un monde énigmatique, point le départ d'une enquête qui risque bien de changer sa vie. Hein? Ça vous intrigue? Alors, je vais montrer quelques planches également. C'est un roman graphique qui se divise en 2 sections. Donc, on va suivre Lorenzo dans sa réalité, puis on va suivre également ce qu'il va trouver. Je ne vais pas vous le divulgacher parce que dans le fond, c'est quelque chose qu'on trouve dès le départ. Là, il va trouver un cahier dans sa nouvelle maison qui contient des histoires un peu déjantées. Donc, ça va être divisé en ces 2 pôles-là, donc le réel pour Lorenzo et sa lecture, dans le fond, de ce cahier-là. Alors, pour le réel, il y a différentes choses. Il y a beaucoup de pleines pages comme ça, ce qui est plutôt particulier. Donc, c'est superbe comme composition graphique. Donc là, voyez-vous, on voit la nouvelle maison de Lorenzo.
On va la voir de plein pied. Et on va également, ensuite, à la page suivante, la voir de l'intérieur. Ça, j'adore cette idée. Je trouve ça vraiment super. Puis ensuite, on va suivre Lorenzo vraiment dans son arrivée dans sa nouvelle maison. Ce que j'aime bien, c'est quand il découvre le fameux objet, donc le fameux carnet, il va le découvrir dans un vieux secrétaire qui est dans sa chambre. Je trouvais que ça valait le coup de vous montrer l'image. Ensuite, pour l'autre section, ce sont dans le cahier, dans le fond, on va retrouver les histoires. Et dans le roman graphique, c'est signalé par un titre pour chacune des histoires et une amorce en jaune crayon. Donc, tous les fonds de ces histoires-là de cahiers vont être en jaune crayon. Et je vais vous montrer, c'est des histoires dont les illustrations vont avoir été faites en collage, un peu comme si quelqu'un avait rédigé ça dans un cahier et avait utilisé les moyens du bord pour illustrer. Donc, je vais vous en montrer au moins une planche. Alors voilà. Donc, Lorenzo va commencer à regarder ça et se poser la question si ces histoires-là, aussi étranges puissent-elles paraître, ont un ancrage dans le réel. Donc, j'en dirai pas plus parce que ça fait partie du charme de ce livre-là, de voir juste vers où ça va mener. Je vous dirais que ça se développe vers quelque chose de, de sensible, d'original, de créatif, de fin. Je sais pas, c'est tellement un travail sublime qui a été fait par l'auteur. Il va avoir autant une narration écrite, comme vous pouvez voir, même si le texte n'est pas très, très présent. Il va y avoir des moments où il y a du texte. Je suis en train de me demander, dans le fond, si. Oui, dans le réel, voyez-vous, je n'avais pas réalisé, mais dans le réel, la narration, elle est faite par des phylactères, donc vraiment comme dans un principe de BD. Puis, dans le cahier, qui est découvert par... Ah non, il y a quand même des moments où c'est de la narration plus régulière. Mais je vous dirais que tous les dialogues sont faits avec des phylactères, puis la narration écrite, elle est là, elle est écrite un peu plus traditionnellement. Et dans la section des livres, dans le fond, on va avoir une narration qui est présentée autrement, une narration écrite qui est présentée autrement, donc tout en majuscule. Donc, comme, excusez-moi, je reviens à mes moutons. Donc, narration écrite. Mais ce qui est majeur dans ce roman graphique-là, c'est la narration visuelle. Comme vous pouvez le voir, il y a un travail de composition qui va amener le lecteur à avoir différents points de vue. Donc, on n'aura pas juste des images de face. On va être porté par l'auteur vers des... On va se concentrer sur un truc en particulier, par exemple, l'exemple du secrétaire lorsque Lorenzo découvre le carnet. C'est super intéressant et habile comme façon de fonctionner. Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire avec la littérature jeunesse, qui est dans ce cas-ci très grand public, parce qu'en fait, c'est comme 7 à 77 ans. Et c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ça, tout en faisant confiance au lecteur. C'est-à-dire que, je vous en dirai pas plus, mais à la fin, on se dirige quand même vers quelque chose qui a même une portée un peu philosophique. Mais ce n'est vraiment pas un livre qui dit « Ceci est un message que vous, lecteur, devez saisir en grosses lettres néon. » Et ça m'énerve vraiment, vous le savez, ça m'irrite. Dans celui-là, on fait confiance au lecteur, peu importe son âge. On va le faire sortir de sa zone de confort. On va lui présenter des choses qui sont en dehors de ses repères habituels sans jamais le perdre parce qu'on ne va pas dépasser la limite qui va faire en sorte que le lecteur va décrocher et en lui faisant confiance pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un giga coup de cœur pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des coups de cœur comme ça. Et puis, je suis tellement heureuse d'avoir pris la chance de lire ce livre-là juste avant de terminer le vlog. Je vous dis, là, c'est un livre qui est paru en février 2022, ici au Québec, en Europe un petit peu avant. Mais si vous avez la chance d'aller mettre la main dessus en librairie ou en bibliothèque, n'attendez plus. C'est superbe. Alors, voilà pour le petit coup de cœur. Et sur ces bonnes paroles, je vais clore ce vlog-ci. Alors, j'espère que cette semaine en lecture vous a plu. Comme vous avez pu voir, je suis encore dans mon ajustement de rythme de lecture qui est différent de celui que j'avais cet été, parce qu'évidemment, je suis de retour au boulot. Par contre, je me rends compte que l'habitude de lecture demeure quand même. Je suis bien contente. Et que je vais gagner quand même à garder une habitude de livre audio, parce que comme j'ai beaucoup de déplacements à faire dans mes semaines, puis aussi que je marche quand même beaucoup, c'est le fun quand je peux avancer aussi une autre lecture en livre audio pour pouvoir vous en parler et pour moi aussi, pour être capable d'avoir quelque chose un peu d'imaginaire quand je suis en déplacement.
Alors, ben, je tiendrai au courant. Puis sinon, ben, écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité dans l'algorithme de YouTube et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour pouvoir toujours être avisé de la sortie des nouveaux carnets de lecture. Et puis, bien, sur ce, d'ici au prochain vlog, je vous souhaite, comme à mon habitude, des joyeuses et délicieuses lectures. Alors, à la prochaine!